Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau débriefing. Nous recevons aujourd'hui deux maires de Haute-Savoie, Madame Sabrina Ancel, maire de Saint-Jean-de-Tholome, et Madame Charlotte Bottner, maire de Villy-le-Pelou. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour monsieur. Merci de nous accorder du temps pour parler de votre opposition au pass anciennement sanitaire, maintenant vaccinal, que vous avez exprimé, Madame, avec un de vos collègues élus lors d'une interview qui a été très regardée sur une radio locale, Tonon Alpes Radio, et qui a marqué les esprits parce que on a beaucoup vu dans cette crise des politiques, des élus nationaux, des parlementaires s'exprimer et peut-être moins les élus locaux. Donc, on va en parler. Et pour commencer, je voudrais savoir comment s'est cristallisé votre position sur ce sujet qui s'est manifesté notamment dans une tribune écrite en Figaro, dans le Figaro, avec beaucoup d'élus qui l'ont co-signé. À quel moment vous vous êtes dit ça, c'est une ligne rouge à laquelle on n'adhère plus? Je pense que, en fait, Sabrina comme moi, c'est notre première élue de mandat de maire. Ça a été compliqué dès le départ parce que, vous savez, il y a eu le premier tour où il y a eu quasiment 80% des communes qui ont été, dont le conseil municipal a été élu dès le premier tour. Ouais, Et en on mars a 2020, on rappelle, juste avant le premier confinement, ça avait été maintenu. Et puis, Voilà, le deuxième donc tour a nous, été reporté ensuite. voilà, le deuxième tour pour les communes qui n'avaient pas été élues a été reporté, mais nous, on était élus, on a tous prévu notre conseil d'installation, enfin, après, je ne sais pas comment Sabrina l'a vécu, et la veille, on nous a interdit de tenir cette réunion d'installation. Donc, en fait, dès le départ, on a connu des difficultés, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu être installé en tant que maire. Et c'est les anciens élus qui ont géré cette crise. Et déjà, sans savoir, nous, d'avoir de date, de savoir quand est-ce qu'on allait être installé. Bon, moi, j'étais sur l'ancien mandat, donc, l'ancien maire étant une personne vulnérable, j'ai géré la crise, mais sans être maire moi-même, ce qui a été tendu. Mais bon, on a joué le jeu. C'était la période du premier confinement, c'était très compliqué. Comme dans beaucoup de communes, on a essayé d'être présent auprès des personnes vulnérables, des personnes âgées, pour aider, pour faire les courses. On a très vite confectionné des masques. On essayait de faire le maximum pour être solidaire avec les soignants, de pouvoir garder leurs enfants facilement. On est sorti de ce confinement. Ça a été pareil, rassurer nos populations quant aux réouvertures d'écoles. Parce que là, c'est vrai que c'est un point qui a été positif, c'est que les écoles ont toujours été ouvertes, donc quasiment. Repartir sur la vie. Après, on a eu tous ces changements de protocole, on s'est adapté, on a fait au mieux. Le gouvernement disait que de jouer sur le binôme préfet-maire, et c'est vrai que même s'il y a des choses qu'on ne comprenait pas, on essayait de faire mieux. Pour nous, la cassure, c'était le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron. On l'a vécu, enfin moi je sais que personnellement, je l'ai vécu de façon très violente parce que je me suis dit, mais en fait, on fait un travail de dingue depuis plus d'un an pour que tout se passe bien. On joue le jeu pour être l'allié de l'État pour lutter contre cette pandémie. Et là, on reçoit en pleine figure un discours violent. Donc c'est vrai que on s'est dit, enfin voilà, on a été plusieurs. Moi, je sais que j'ai appelé le lendemain mon président de Comcom, Xavier Brand, qui fait partie, qui est maire de Vauvray-en-Born et qui est président de la communauté de communes du Pays de Cruzaille. Et puis, il y a eu cette manifestation qui s'est faite un peu de façon naturelle le 14 juillet. Et puis, on s'est dit, on ne peut pas ne pas y aller. Et voilà, on s'est appelé, je lui ai dit, moi, j'y vais. On avait le matin fait une cérémonie pour le 14 juillet. On avait notre écharpe dans la Porsche. On s'est dit, on la garde et puis on verra s'il y a d'autres élus, on la sort. Bon, voilà. Donc, on est allé à cette manifestation tous les deux avec nos écharpes dans la poche.
qu'on n'a pas sorti parce qu'on n'a pas vu d'autres élus. Mais en fait, il y en avait d'autres. Après, on a appris voilà. Et donc, très vite, pour nous, c'est devenu un combat important. C'était juste pas possible d'accepter ce monde-là. Parce que très vite, on a vu les dégâts que ça causait, les clivages que ça causait dans nos communes, qu'on maintenait un peu à bout de bras depuis des mois. Donc après, ça a été des rencontres impromptues avec, entre autres, Pascal Bouvet, qui est maire adjoint de Fillinges. Et quand il m'a vu, il m'a dit mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres élus qui pensaient comme moi. Et je lui ai dit écoute, on est au moins 3, donc je vais te présenter Xavier. Et puis après, on a rencontré Luc qui nous a présenté Sabrina. Et là, on s'est dit allez, on est 5. On fait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on peut faire parce que c'est vrai qu'il y avait une omerta, hein, on ne va pas vous mentir, dans les élus. Il y en a beaucoup qui étaient mal à l'aise avec ces politiques, mais il y avait une vraie omerta. C'est-à-dire que on suit la ligne, voilà. Donc, on a la chance, nous, en Haute-Savoie, d'avoir des sénateurs qui sont très investis, hein, Loïc Hervé, Sylviane Noël et Cyril Pelva qui nous suit aussi. Donc, on a pris contact avec Loïc, avec Sylviane. On a dit, voilà, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On a pensé à cette tribune que Antoine Valentin, maire de Saint-Joire, a écrit. Et puis, voilà, Loïc Hervé nous a permis de trouver le média. Et ensuite, on avait 10 jours pour trouver des signataires. Alors là, c'est pas facile. Parce que, vous voyez, vous passez des coups de fil sur un sujet à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, hein, c'était très, très compliqué. Et on est allé chercher les élus un par un. On a eu beaucoup d'élus qui étaient réceptifs, mais de là à signer, ils ont dit non, voilà. Mais en 10 jours, on avait quand même 120 signatures, ce qui est énorme sur un département, parce que nous, notre but, c'était justement de se dire, nous, c'est juste les élus de Haute-Savoie. Pour que ça ait de la force, il faut qu'on se concentre à répertorier tous les élus de Haute-Savoie qui dénoncent en fait les méfaits de ce pass sanitaire. Et voilà. Et le fait que ensuite cette tribune est sortie, ça a quand même un peu créé un peu d'émoi. Ensuite, du coup, il y a beaucoup d'élus qui ont dit mais on n'était pas au courant, nous aussi on veut bien signer. Donc on a dit on continue le travail. Et depuis, en fait, on n'arrête pas, on se voit très régulièrement tous les 5 pour continuer à essayer de trouver des moyens de combattre cette politique sanitaire qui a vraiment des dégâts considérables sur nos communes. Considérables. Alors vous, Sabrina Ancel, vous avez aussi vécu cette omerta concrètement quand on est élu d'une commune d'environ 1000 habitants, on doit traiter avec le département, les communautés de communes, et, le préfet, beaucoup d'acteurs plus gros. Et ça vous a attiré des ennuis dans vos relations institutionnelles ou politiques, ou même avec vos administrés qui auraient pu, certains, mal réagir? Ça génère forcément, en tout cas, des incompréhensions ou des silences un peu, des fois, gênants. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème. J'espère que j'en aurai pas, mais quand on se lance dans certains combats, on sait que ça peut arriver. Mais moi, je suis arrivée, donc premier mandat, j'avais pas été élue. J'ai été élue maire, donc contrairement à Charlotte, moi, j'ai eu les 2 tours dans ma commune parce qu'on n'a pas été élu au premier tour. Donc, ces 15 semaines entre les 2 tours, ça a été très, très compliqué aussi parce qu'on s'est retrouvé avec une campagne, du coup, qui a duré beaucoup plus longtemps. Parce qu'il ne faut pas se mentir, dans les petits villages, même si on dit normalement, la veille du premier tour, la campagne est terminée, quand il y a 15 semaines entre les 2 tours, ça continue à travailler. Hein, donc voilà, on a été élu donc début juillet, on s'est mis en place début juillet. Et puis moi, jeune élue, donc j'avais déjà beaucoup de choses à apprendre. Il y avait ce Covid par-dessus qu'on a dû gérer, qu'on a dû essayer de prendre en main au mieux. Et puis, rapidement, j'ai eu des administrés qui sont venus me voir en me disant dis donc, t'es maire, il faut faire quelque chose, t'as vu la situation, ça va pas, ça marche pas, l'école, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait à nos enfants, etc. Ma réaction au début, ça a été de dire écoutez, moi, j'ai cette représentation de la population, mais aussi la représentation de l'État sur les épaules. Donc, je ne peux pas prendre position. Je dois vous représenter, vous, je dois représenter l'État. Vous n'êtes pas d'accord avec l'État, oui, mais à quel moment, moi, je peux me positionner? C'est pas mon rôle. J'ai mes convictions personnelles, mais ça n'a rien à faire à la mairie.
Au début, j'ai commencé à fonctionner comme ça, effectivement, jusqu'au mois de juillet aussi, où là, je me suis dit non, c'est vraiment trop. On peut pas continuer comme ça, on peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, c'est le pass sanitaire et après, ce sera quoi? Jusqu'où on va aller pour surveiller les gens? Jusqu'où on va aller pour détruire nos libertés? On peut pas laisser faire ça. Donc voilà comment ça a été vécu, moi, le début, vraiment une surcharge de travail et puis vraiment ce sentiment que les gens se sentaient incompris, laissés de côté. Et après, avec le pass sanitaire, ça a été vraiment la catastrophe parce que là, les gens se sont sentis même carrément, finalement, mis de côté, un sentiment vraiment de discrimination dans un pays qui est quand même considéré comme le pays des droits de l'homme. C'est vraiment très, très mal vécu par les populations. Donc, on a vraiment cette population qui se divise. Et ça, en tant qu'élu local, c'est quand même difficile on ne peut pas laisser passer ça, en fait. On a quand même vraiment un rôle à jouer de ce côté-là et c'est vraiment important. Donc, c'est ce qui a fait qu'effectivement, en discutant avec d'autres élus à partir de l'été 2020, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, comme disait Charlotte, à penser ça. Et c'est à ce moment-là, quand on a commencé à se rendre compte qu'on n'était finalement pas seul, parce qu'on avait tous l'impression d'être seul, on s'est dit, en fait, non, je ne suis pas folle ou fou, et il y en a d'autres qui pensent comme moi, donc là, il faut vraiment qu'on essaie de faire quelque chose. Si on est 5, il y en a forcément d'autres. Donc, c'est vraiment de là que c'est parti, en fait. On a beaucoup reproché dans cette crise, comme sur d'autres sujets, à l'exécutif actuel, au gouvernement, et puis à toutes les institutions nationales d'être très autoritaires, très verticales, peu attentifs à ce qui revenait du terrain, des élus locaux, etc. Est-ce que l'isolement dont vous parliez, des élus qui, jusqu'à ce que vous fassiez bouger un peu les choses, se sentaient seuls, est un symptôme de cela? C'est-à-dire que chaque maire est submergé de tâches et d'astreintes dans sa commune, mais finalement, il est condamné à une relation verticale, alors que finalement, il y a peut-être des passerelles, des ponts horizontaux à trouver, à activer pour équilibrer ce système démocratique, institutionnel. Vous avez l'impression, vos collègues maires vous ont dit que la verticalité des décisions était pénible? Alors, c'est vrai que c'était des décisions très verticales, hein. Régulièrement, on reçoit des directives, enfin des propositions du préfet qui nous dit voilà ce qui va passer, il nous demande notre avis, on peut lui dire le contraire, ça changera rien. Après, il faut voir aussi en face qu'il y a beaucoup de mairies qui ont fait du zèle, c'est-à-dire qui faisaient plus que ce qui était demandé. Donc, c'était compliqué. Après, c'est vrai que nous, dans nos villages, on a traité justement les choses un peu autrement, hein, avec un peu moins de zèle, on va dire, hein, à notre échelle. Mais c'est vrai qu'on a très vite été confrontés, en fait, à devoir réparer les dégâts de la politique sanitaire. Dès le mois de juillet, par exemple, moi, il s'avère que je suis aussi vice-présidente à la culture dans ma communauté de communes. Donc, j'ai la gestion de la bibliothèque, de l'école de musique. Et il faut savoir que l'école de musique, étant associative, est soumise au pass sanitaire. À la rentrée de 2021, on a perdu 100 inscriptions. C'est-à-dire, ça représente un tiers des inscriptions. Parce que il y a des enfants, des adolescents qui n'avaient pas le pass sanitaire. Donc ça, c'est un crève-cœur déjà, parce que un jeune qui arrête la musique à 12 ans, 13 ans, il reprendra pas. Hein. Et puis en plus, dans une injustice, parce que les conservatoires sont pas soumis à pass sanitaire, les écoles municipales de musique sont pas soumises à pass sanitaire, donc c'est une injustice pas possible. Et puis, au bout du bout, en plus, l'école de musique est encore plus déficitaire que d'habitude parce que moins d'inscriptions. Donc, c'est le contribuable qui paye. Voilà. Même chose pour la bibliothèque. C'est quand même, pour moi, c'était un crève-cœur de demander à mes bibliothécaires de dire, voilà, maintenant, vous allez scanner, pas les livres, mais
les gens qui arrivent dans la bibliothèque pour vérifier qu'ils ont bien le QR code avant d'emprunter des livres. On a perdu plein de lecteurs et c'était violent en plus parce que les bibliothécaires, ils y sont pour rien, mais bon, forcément, les gens sont en colère, surtout quand vous voyez l'affluence qu'il y a dans une bibliothèque. Les gens, ils comprennent pas, ils vont dans les grandes surfaces, ils sont les uns sur les autres, et puis là, ils n'ont pas le droit d'aller chercher leurs livres comme d'habitude dans la bibliothèque intercommunale. Donc nous, on se retrouve face à devoir gérer en fait toutes ces incompréhensions, les gens qui ne comprennent pas cette politique, et à côté de ça aussi des gens qui trouvent qu'on va pas assez loin, qui trouvent que on devrait, parce qu'on a vraiment fait peur aux gens. Il y a aussi des gens qui trouvent que ça serait encore mieux si on pouvait tous rester enfermés ad vitam aeternam. Donc nous, c'est vrai que notre position, justement, c'est de faire le lien, c'est de faire. Nous, on est là pour le vivre ensemble dans nos communes, de faire. Donc, on se trouve face à des populations qui sont de plus en plus clivées, où les gens, on le voit bien, et on est en première ligne, de plus en plus mal. Donc voilà. Donc après, quand on apprend que c'est plus le pass sanitaire, mais c'est le pass vaccinal, ça a été terrible et ça a été violent. Et les propos du président de la République ont été d'une violence insupportable, insupportable pour nous élus, en fait, parce que justement, là, ça faisait quasiment 2 ans qu'on essaie de faire au mieux pour que tout se passe bien. Et là, c'est même pas tant le problème qu'il annonce qu'il va emmerder les Français. Moi, ce qui m'a vraiment embêtée, c'est qu'ils disent qu'il y allait avoir les bons citoyens et puis les mauvais citoyens. Et alors que nous, dans nos communes, on n'a que des citoyens. On n'est pas là pour discriminer et puis mettre en place nos politiques publiques locales en fonction d'un statut vaccinal, en disant toi, tu es un bon citoyen, donc tu as droit à la bibliothèque, à la piscine, à la cantine, à que sais-je, et puis toi, tu es mauvais citoyen. On n'a pas été élus pour ça et on ne le veut pas. Et alors, quand vous entendez Olivier Véran qui, hier soir, a annoncé à la fois que le pass vaccinal ne serait pas éternel, fait miroiter une certaine sortie de crise, et puis dans le même temps a annoncé que l'immunité naturelle acquise après une infection ne rentrait en compte dans un schéma vaccinal, ne serait prise en compte que au sein d'un schéma vaccinal, mais n'aurait plus de valeur seule. Au-delà du fond de ces mesures, qui est en soi très discutable, on en a parlé sur François, mais la manière, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il aille à la télévision annoncer cela alors qu'il n'y a même pas encore eu ni de débat, ni de vote, ni de décret? Pour vous, on est dans la même continuité, à contretemps déjà d'une réalité épidémique et dans une espèce de fuite en avant, de contrôle. Sabrina Hansen. On se demande dans quel monde ils vivent déjà. Enfin, moi personnellement, là, je me dis c'est une blague. Je comprends pas où ils veulent en venir en fait. Dans plein de pays, on est en train d'enlever les mesures. Ils ont compris que finalement, il y a plein de choses qui servent à rien. En France, ça fait longtemps que nous, on voit qu'il y a certaines choses qui servent à rien, notamment les protocoles dans les écoles. S'ils étaient utiles, on n'aurait pas eu autant de cas. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? On leur fait porter le masque, ils manquent d'oxygène. Je veux dire, c'est n'importe quoi. On leur fait porter sur leurs petites épaules toutes jeunes et toutes fragiles, on leur fait porter le poids de quelque chose qui ne les concerne pas. Et on leur apprend à détester l'école parce que, franchement, déjà, pour beaucoup d'enfants, l'école, c'est pas drôle. Mais quand en plus, il faut porter le masque et être séparé de ses copains, qu'à la cantine, on n'a pas le droit de manger avec les copains, que tout ça, c'est quand même... Je sais pas, mais ça devient vraiment compliqué. Donc, déjà, c'est des protocoles qui sont lourds et qui, en plus, sont inutiles puisque, moi, dans mon école, je sais qu'on a eu énormément de cas. J'ai régulièrement des mails puisque je suis moi-même maman qui me disent votre enfant, dans la classe de votre enfant, il y a eu un cas, donc merci de lui faire des autotests, blablabla. Des autotests que, bien sûr, la plupart des parents ne font pas, j'imagine. Parce que le protocole, encore une fois, qui a été mis en place, on marche sur la tête.
Quand on voit le coût en plus des autotests, quand c'est multiplié par 2 ou 3 enfants, pour certaines familles, c'est quand même extrêmement difficile, voire impossible. Donc, on voit tout ça, on voit des protocoles qui ne fonctionnent pas. Bon, bah, ça ne fonctionne pas, on va encore plus loin. Et puis là, on nous annonce des choses comme ça sort de nulle part. On est complètement à contre-courant de ce qui se passe dans les autres pays. Qu'est-ce qui va se passer? On a les élections qui arrivent, donc c'est un peu à double tranchant, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend. Soit le pass vaccinal va tomber parce que avant les élections, ce serait quand même bien mieux pour tout le monde, on ne va pas se mentir. Soit on va nous maintenir ça, et puis comment vont se passer les élections? Alors à ce moment-là, comment ça va se passer pour aller voter? On va devoir demander un pass vaccinal, mais il en est hors de question, catégoriquement hors de question. Pour l'instant, le gouvernement a dit qu'il n'en était pas question. Oui, mais entre ce qu'ils disent et ce qui est la réalité, vaccinal. parce que le premier confinement, il n'en était pas question non plus. Le pass sanitaire, on a eu tous les sons de cloche. Donc finalement, entre ce qu'ils annoncent et puis ce qui se passe 15 jours après, on voit qu'il y a quand même une différence qui peut être assez importante. Donc bien sûr, ça me semblerait difficile quand même dans un pays en principe démocratique de mettre ce genre de mesures pour accéder au bureau de vote. Mais aujourd'hui, on sait plus ce qu'on peut attendre ou pas. Donc, on n'a plus confiance finalement dans ce qu'ils nous disent. Qui a encore confiance quand ils nous disent non, ça ne va pas arriver, alors que finalement, depuis le début de cette crise, il y a plein de fois où on nous a dit ça ne va pas arriver, c'est arrivé quand même, et plein de fois où on nous a laissé entendre qu'on allait sortir de la crise, et puis que finalement on est encore dedans et que les mesures sont de plus en plus lourdes pour tout le monde. Donc, à un moment, il faut arrêter de faire du mal aux gens, il faut arrêter d'insister. Ils ont essayé des choses très bien, ça n'a pas fonctionné, maintenant il faut arrêter d'enfoncer le tout. Un mot pour conclure. Pour toutes les deux, votre mandat de maire a été placé jusqu'à présent très fortement sous le signe du Covid, malheureusement. Est-ce que vous avez hâte de pouvoir, espérons-le, le déployer dans un monde post-Covid afin de vous atteler à des missions peut-être qui ont été relégués au second plan, malheureusement, de gré ou de force, par cette histoire depuis 2020. Alors, moi, je sais que dans ma commune, moi, j'ai eu à cœur dès le départ de faire en sorte qu'on fasse le maximum pour mener les projets qu'on voulait mener, malgré tous les bâtons qu'on nous a mis dans les roues. Donc, et moi, j'ai la chance en plus d'avoir une super équipe municipale. On avance quand même sur plein de projets. Donc, évidemment qu'on rêve tous du monde après Covid, où on pourra aller encore plus vite parce qu'il y a vraiment des beaux projets à mener sur nos territoires. Après, on va pas vous mentir, on va rester vigilant parce que quand bien même, voilà, on a eu cette annonce un peu hier soir. Comme toujours on apprend par voie de presse. Voilà. Il y a des lois qui se votent au Parlement, puis après conférence de presse. Bon, je ne ferai pas de commentaires, sachant qu'en plus, nous, on habite quand même à 25 km de la Suisse, où en Suisse, ils vont tout lever au 16 février. Et en plus, en Suisse, eux, ils ont fait quelque chose de très intelligent. C'est qu'ils prenaient en compte l'immunité naturelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez positif au Covid, vous aviez un pass pour 1 an et qu'ensuite, vous pouviez faire marcher votre sérologie, c'est-à-dire que faites une prise de sang et puis tant que vous avez une sérologie avec des anticorps, tous les 3 mois, vous avez un pass. Donc nous, c'est nos voisins qui font ça, donc on sait ce qui se passe. Donc nous, on est là dans nos communes pour mener les projets à l'échelle de nos territoires, de nos communes, de nos intercommunalités. Après, entre nous, on se dit que on sera vigilant parce que on s'est bien rendu compte que nos populations sont très vite habituées à ce QR code et nous, on veut pas vivre dans ce monde-là et on ne veut plus jamais avoir à mettre en place des politiques comme ça. Qu'en plus, enfin, ce qu'il faut réaliser, c'est que dans les grandes villes, quand vous demandez un QR code, vous faites appel à une société privée, voilà, c'est des gens lambda qui vérifient les QR codes. Dans nos villages, c'est les gens qui se connaissent qui vérifient le QR code de leurs voisins. C'est dans les associations, tout le monde se connaît. C'est d'une violence, c'est terrible.
nous, plus jamais, que ça soit pour une maladie ou pour autre chose, hein, ça pourrait être une consommation carbone. Enfin, on sait très bien, on voit très bien le crédit social à la chinoise qui avance derrière. Nous, on sera vigilants à ça et on ne veut pas collaborer à la mise en place d'un crédit social dans nos communes. On n'est pas là pour ça, justement. Nous, on a des beaux projets à mener et on est juste là pour ça, au service de nos populations et de nos territoires. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte Bottner, vous êtes maire de Villy-le-Peloux, je le rappelle, et merci beaucoup, Sabrina Ancel, maire de Saint-Jean-de-Tholot, de nous avoir partagé depuis la Haute-Savoie, qui est donc riche en esprit de résistance, nourri par l'histoire, de nous avoir partagé ces nouvelles du front local qui sont précieuses pour nos lecteurs qui s'intéressent à la façon dont les élus les représentent et vivent cette coercition sanitaire, et puis peut-être pour susciter des vocations chez d'autres élus qui jusqu'ici se sentiraient justement isolés comme vous avez pu l'être et se rendre compte par vos propos qui ne le sont pas tant que ça. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Et puis, le dernier message qu'on veut faire passer, c'est vraiment de persévérer dans cette voie-là parce que, comme on le dit régulièrement, les combats pour les libertés sont jamais perdants. Et il faut vraiment continuer à être vigilant, et pas que pour les élus, mais aussi pour la population. Message reçu. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Au revoir.